parti, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro des Petits Déj Pro. Donc on est en live, c'est pour ça qu'on a fait en sorte de pouvoir démarrer à une heure précise. Ça fait plaisir, vraiment plaisir de voir du monde dans la salle, il n'y a plus de place. Donc pour ceux qui nous suivent en distanciel, sachez qu'il n'y a plus de place en présentiel, un petit peu sur la banquette derrière. On se retrouve aujourd'hui avec comme invité Vincent Péchon. Ça me fait plaisir aussi parce que c'est un de nos résidents ici sur le tiers-lieu l'Aerobixco. Donc les Petits Déj Pro, c'est organisé en partenariat entre l'ERET et l'Aerobixco. Et je vais donner la parole à Maxime pour pouvoir présenter la thématique du jour et puis aussi présenter l'ERET. Merci Soufiane, donc bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent donc sur le Facebook Live de l'Aerobixco. Donc en effet, je suis Maxime Lehoux, je préside l'association ERET, c'est un groupement d'entreprises sur le territoire de Touraine-Est-Vallée. L'objectif de l'association, il est sur 3 piliers. Fédérer les chefs d'entreprise du territoire, être un interlocuteur privilégié avec toutes les institutions économiques de Touraine-Est-Vallée et agir sur les facteurs de développement de nos zones d'activité et de nos entreprises. Donc en effet, ce matin, la thématique, donc Petit Déj Pro, 19e Petit Déj Pro. L'objectif des Petits Déj Pro, c'est de exposer une thématique de gestion d'entreprise à destination de tout secteur économique, les chefs d'entreprise, les salariés, tous ceux qui peuvent être intéressés. Et donc ce matin, le marketing digital avec Vincent Péchon, ici présent, qui est notre expert du jour et qui va dérouler donc pour 45 minutes cette thématique sur le marketing digital. Il y aura en fin de format, après je ne sais pas comment tu vas organiser, normalement ce qui est prévu c'est 45 minutes de thématique, un quart d'heure de questions-réponses avec les personnes présentes ici au Rubixco et les personnes présentes sur le Facebook Live, ce qui donne fin du Petit Déj Pro, 10h ce matin, 10h10 vu qu'il est 9h10. Vincent, à toi la parole, merci. Merci. Alors, je vais plus faire un format question-réponse pendant l'échange. L'idée, c'est que vous puissiez m'interrompre aussi, qu'on soit sur quelque chose de constructif, parce que je peux envie de faire que du descendant. Je détestais les CM en cours, où on écoutait pendant 3 heures un prof parler, donc j'ai pas du tout envie de faire pareil. Donc, évidemment, si vous avez des questions, vous m'interrompez. Avec grand plaisir, je répondrai à vos questions. Quand je vous parle de marketing digital, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ouais, et là c'est déjà à vous parler. La capacité de se faire découvrir en fait par le biais d'Internet, sur une plateforme ou bien sur un site Internet, et la capacité aussi de se vendre sans doute, en tout cas de se présenter, je suppose. Ouais. Et puis aussi d'être connu dans les réseaux, de faire des liens avec les réseaux. Très bien, ok. Il y en a qui veulent rajouter d'autres choses, pour d'autres idées ? Oui. Conception de son offre produit ou de service sur le digital, sur Internet. Oui. Ça en fait partie. Il y a plein de choses dans le marketing digital, donc il n'y a pas que ça. Donc allez-y, lâchez-vous, c'est le moment. La communication ? Oui, tout à fait. T'es caché derrière les gens. Oui. Ok, par exemple. Autre chose ? Oui. La création de contenu, photo, vidéo, entre autres. Exactement. Les autres, on est sur on sèche totalement ou c'est plus... Faire des accroches peut-être aussi, des accroches messagères par rapport à justement un produit comme on disait tout à l'heure, avec une accroche spécifique, avec des mots... Quand tu parles d'accroche, est-ce que tu peux... Une accroche, ça sera justement par exemple par rapport à un produit, démontrer que ce produit a vraiment de la valeur, qu'il a un intérêt pour les personnes qui viendront sur le site par exemple. Ok, d'accord. Ouais. C'est un outil commercial aussi. Oui. Le but aussi, c'est peut-être de faire développer nos entreprises avec un nouveau mode. Ce que vous voulez dire, c'est utiliser le marketing digital pour faire évoluer l'entreprise sur un nouveau secteur, une nouvelle branche, une nouvelle activité. Ok, ouais. Est-ce que ça doit faire partie de la stratégie de l'entreprise ? C'est une question ? C'est une question. Oui, c'est obligatoire. Évidemment. Enfin, il faut que ça fasse partie de la stratégie d'entreprise. Enfin, déjà il y a quelques années, et encore plus aujourd'hui. Je pense que je vous apprends rien évidemment là-dessus. C'est aussi les moyens digitaux pour étudier son marché et se faire connaître sur son marché. Ça peut en faire partie, oui. Est-ce que c'est en lien avec le SEO, enfin que toute cette partie de référencement aussi de marketing digital ou pas ? Oui. On va en venir justement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il y en a peut-être encore d'autres, évidemment, mais... On apporte peut-être une dimension supplémentaire au marketing qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire qu'on mesure en même temps les réactions du marché. En direct, oui, effectivement.
bah, c'est vrai qu'on a une conception qui est totalement différente des principes marketing même qu'on a pu apprendre en cours à l'époque. Donc oui, en fait, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y en a encore plein, évidemment. On va pas faire toute la liste. Moi, je vais me focaliser sur 4 gros points principaux. Votre site web, vos réseaux sociaux, la création de contenu, et un 4e point que j'ai oublié, mais qui est dans la presse, j'ai promis, on y viendra, évidemment. Je vous promets, j'ai taffé le truc. Hein. Donc, votre site web. Qui ici a un site web? Ok, qui ici n'a pas de site web? 1, 2, 3. Pourquoi? Pas eu le temps. Pas eu le temps. Pas eu le temps d'en faire un, ok. Christine? Parce que c'est pas l'ordre du jour pour l'instant. Pourquoi? Parce que ma mission elle est un peu particulière et je pense que pour l'instant on n'a pas réfléchi sur la nécessité de créer un site web. D'accord. Après, il n'y a pas de site web sur ton activité en Oui. telle quelle, mais il y a forcément des sites web sur tes partenaires ou ceux qui, qui gouvernent ta mission. Oui, absolument. Ok, très bien. Je pense que je connais déjà la réponse. Il y a plusieurs moyens d'avoir un site web. Soit vous pouvez faire appel à un prestataire externe qui va du coup vous faire concevoir votre site de manière très formelle, où vous allez faire la présentation de qui vous êtes, machin, etc. Vos activités, vos services. Ça, c'est une première façon de le faire. Soit vous allez plutôt avoir une conception un peu plus originale, où cette fois, vous allez fonctionner comme une sorte de page de vente. Où vous allez, ce qu'on appelle les landing pages, où vous allez avoir en général une seule page, où on va vous annoncer directement le problème, la solution, de qui vous êtes, votre expérience, etc. En général, ça nous importe un petit peu moins. Moi, en tant que client, si je vais sur votre site web, si j'ai un besoin, par exemple, de recrutement, je me fiche un petit peu de savoir l'expérience de la personne, qui c'est, etc. Peut-être que ça peut m'intéresser plus tard. Donc moi, ce que je veux, c'est que j'ai un problème, quelle solution on va pouvoir apporter. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait, justement, que c'est un nouveau moyen de promouvoir un peu son activité, sa nouvelle branche, mais c'est aussi une nouvelle conception différente qu'on peut avoir du site web. Vous pouvez très bien utiliser votre site pour vendre vos produits et vos services, mais aujourd'hui, il faut avoir une conception un petit peu différente de la façon dont vous faites votre site. Vous pouvez avoir, si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez évidemment montrer tout ce que vous avez fait sur la photo, sur la vidéo, sur la création, sur votre portfolio, etc. Vos clients sont les plus importants, et c'est ce que je recommande en général de mettre au tout début, avec la preuve de ce que vous avez fait. Par exemple, moi qui suis vidéaste, j'ai plusieurs objectifs à mettre en avant quand je travaille avec des clients. C'est la portée, on va dire, du contenu vidéo que j'ai fait. Est-ce que ça a amélioré la visibilité? Est-ce que ça assoit la notoriété? Ou est-ce que c'était des campagnes vidéo qui ont servi justement à générer plus de chiffre d'affaires? Si vous êtes, je sais pas, un coach ou formateur et que vous souhaitez accompagner des gens, le plus important, ça va être de montrer combien de personnes vous avez accompagnées, qui vous avez accompagné. Si vous avez travaillé avec des gros groupes, si vous avez travaillé avec des petites entreprises, c'est toujours intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir qui vous êtes. Ça, c'est des nouvelles conceptions de sites internet. C'est des nouvelles façons. C'est vrai que la plupart des sites qu'on voit aujourd'hui, qui ont été créés il y a une dizaine d'années, tout de suite, c'est qui sommes-nous. Oui. Voilà, on raconte qui on est, d'où on vient, ce qu'on a fait, on donne nos valeurs, notre culture d'entreprise. Et ça, en gros, maintenant, on le sape un petit peu pour rentrer tout de suite dans le vif du concret. C'est ce que tu nous disais. C'est ça. C'est pas le saper, on l'oublie pas complètement, évidemment. Bon, on le relève en deuxième place. Mais on le relève, voilà, dans une place un petit peu secondaire. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, quand on arrive tout de suite sur votre site, c'est de se dire, ok, enfin, qu'est-ce que tu me promets, en fait? Je par exemple de la tour en boule. Si vous connaissez pas, allez voir le concept, c'est plutôt intéressant. Je dis ça parce que il est gentil en vrai, hein, mais moi, il m'a fait peur au début. Je le plaisante, je le connais, c'est pour ça que je me permets. C'est vite qu'il y ait un malaise comme ici actuellement. Typiquement, qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce que tu proposes? En une phrase. Moi? Oui. Des coffrets gourmands. Voilà. À destination? Des entreprises. Pour quelle occasion? Noël. Tu par contre, t'as plus que un mot. Tu dis un mot. On n'est pas à pyramide, hein, donc vraiment tu peux faire des phrases. Produits locaux. Produits locaux, partenaires, c'est ça qui m'intéresse, moi, de savoir. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ok, je viens avec un besoin, j'ai besoin de faire des cadeaux à mes clients,
qu'est-ce que tu me proposes? Des coffrets gourmands pour telle occasion, cadeau client, pour Noël, pour la nouvelle année, pour souhaiter les vœux, machin, etc. Savoir qui est, le parcours, le machin, pourquoi est-ce que je fais ça, ma mission, etc. C'est plus relayé dans un second plan, parce qu'on a besoin aujourd'hui de savoir qu'est-ce que tu peux m'apporter tout de suite. Il y a tellement d'informations, on viendra après sur les autres parties du marketing digital, mais il y a tellement de contenu, tellement d'informations. On reste moins de temps sur un site. C'est ça, l'infobésité, ça je pense que tout le monde connaît, mais on n'a plus le temps de se dire, ok, je vais naviguer de page en page pour voir un peu tout ce qu'il y a, tout ce que tu proposes, etc. Moi je veux savoir, j'arrive, ok, quelle solution tu me proposes qui répond à mon problème, et quelles sont ta preuve sociale, donc les clients que tu as accompagnés, les chiffres, etc. En général, quand on fait un site, on a un problème qu'il faut répondre, c'est un problème dur, difficile, urgent, reconnu. Et si vous répondez à cette problématique-là et que vous le mettez en premier sur votre site, tout en haut en arrivant avec une phrase d'accroche, tout de suite vous allez mieux comprendre, la personne va arriver sur votre site et va mieux comprendre pourquoi est-ce qu'elle est là. Et se dire, ok, c'est ce besoin-là qu'il me faut. J'ai besoin de cette personne-là. Aujourd'hui, dans le milieu de la photo, de la vidéo ou de la création de contenu, il y a de plus en plus de gens qui se spécialisent. Moi, je suis vidéaste pour les indépendants. Je ne vais pas être vidéaste pour faire du clip musique. Je vais pas être vidéaste pour faire la présentation corporate d'entreprise. Je vais pas être... et les photographes, il y a des photographes culinaires, il y a des photographes qui sont spécialisés sur le portrait, le studio. Il y a des créateurs de contenu qui font du contenu éthique, qui sont spécialisés dans l'environnement, l'écologie ou même le BTP. Et donc en fait, on devient de plus en plus, et vous êtes aussi, des ultra spécialistes de votre métier. Les profils un peu généralistes, on va les retrouver sur les chefs de projet, ou on va les retrouver plutôt en entreprise. Ou quelqu'un qui va vous accompagner sur la création de votre entreprise, il va balayer un petit peu large. Mais quand il faut creuser dans chaque point, là on va voir les personnes concernées. Si vous voulez être accompagné, je ne sais pas moi, sur la rédaction de votre stratégie de communication, mais dédié sur tel réseau, peut-être que vous allez trouver des community managers ou des agences de communication qui sont spécialisées pour tel réseau social, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Et donc vous êtes des ultra spécialistes, réfléchissez comme ça. Dites-vous que vos clients ont des besoins qui sont de plus en plus ultra précis. Donc quand on va sur votre site, j'ai besoin de savoir quelle réponse ultra précise tu apportes à mon besoin ultra précis. S'il vous plaît. Oui, je vous en prie, monsieur. On peut donc considérer que la première page, ça serait un peu l'équivalent d'une landing page, oui, en somme, mais ça reste quand même un site, c'est-à-dire qu'on laisse quand même des boutons pour pouvoir, si la personne veut creuser davantage, aller plus loin. Mais il faut que la première page, si j'ai bien compris, soit l'équivalent d'une landing page. Faites pas un truc ultra long, où en général, je sais pas, petit retour d'expérience pendant le confinement, on a vu énormément de gens, surtout des formateurs en ligne, qui vous disent « je t'invite à ma masterclass » et ensuite je vois une formation en ligne qui t'apprend à toi à même aller vendre des formations en ligne, parce qu'eux-mêmes en fait veulent du contenu qui est ultra creux. Ça, je pense que tout le monde l'a vécu, plus ou moins. Et on avait des pages de vente, mais des kilomètres et des kilomètres en fait. Et c'était, mais on n'en pouvait plus, moi je saturais de ça. Ça, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Essayez d'être synthétique, clair, de mettre un maximum d'infos sur votre première page. Et évidemment, si vous avez une page qui renvoie vers un portfolio, où vous avez plein de photos, plein de vidéos, plein de contenus, où ça n'a pas forcément l'intérêt d'être sur votre page de vente, vous pouvez les mettre à côté. Si vous avez un bouton contact, vous pouvez très bien le mettre aussi. Si vous en lancez, je ne sais pas, un média, comme un podcast, comme, je sais pas moi, un blog, comme ce que vous voulez, ou que vous voulez renvoyer vers votre profil LinkedIn, parce que c'est aussi votre espace où vous créez un maximum de contenu pour les autres, et vous pouvez très bien mettre quelques boutons. Il ne faut pas en mettre 150, sinon ça sera encore une fois trop surchargé. Vraiment penser au plus simple, à épurer, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que les gens n'ont vraiment pas le temps. Un outil que vous pouvez utiliser sur votre site, ça s'appelle Hotjar, H-O-T-J-A-2-R, ou un seul R, je ne sais plus. Ça va vous permettre en fait d'analyser le parcours client sur votre site, donc avec des zones chaudes, des zones froides. Et en fait, ça, c'est un morceau de code. Est-ce que tu peux expliquer le parcours client? Oui. Pour ceux qui... oui, pardon. Mais c'est bien de... Est-ce que je peux te poser une question avant, parce que c'est un peu sur... Vas-y. En gros, si tu as plusieurs spécialités, tu fais comment sur ta page, sur ta langue? C'est une question pour toi, j'imagine? Ça peut être une question pour moi, mais ça peut être aussi des questions pour certains de mes clients. Alors, ça va être un peu à double tranchant. C'est soit tu te dis, je me respécialise dans tel truc, ou alors tu as cette page de vente qui est, admettons, alors je reprends cet exemple pour moi parce que c'est le plus simple à chaque fois, si je suis pour la vidéo, si j'ai besoin de faire 3 types de formules, ou est-ce que vous êtes recruteur et vous voulez recruter grâce à la vidéo, cliquez ici.
Si vous êtes, je sais pas, indépendant et que vous voulez faire de la vidéo sur TikTok ou Instagram, cliquez là. Et si vous êtes une entreprise et que vous voulez faire une présentation de votre activité, cliquez ici. Je vais vous proposer 3 services différents, à 3 cibles différentes, mais sur ma première page, je vais donc faire préparer 3 boutons qui vont renvoyer vers chaque fois une nouvelle page différente, mais qui est ultra précise, ultra bien construite. C'est une des solutions qui peut se faire. C'est quand vous avez beaucoup de cibles, il y a évidemment plein de boîtes qui sont comme ça, qui proposent plusieurs services à des cibles différentes, et donc des offres différentes. Le mieux, c'est de faire cette première page où vous allez renvoyer après avec des boutons assez, pas les gros trucs, mais assez simples, où on se dit, vous êtes recruteur et que vous voulez de la vidéo, cliquez là. Et en fait, tout de suite, le discours est bien adapté. Donc, je prends juste un exemple. Oui. Moi, je fais du contenu graphique pour les réseaux Farsa, tu le sais. Et à côté de ça, moi, j'ai un atelier textile. Donc, tu me conseilles de ne pas faire ça, de ne pas faire la même chose sur le même site. Alors, faire 2 sites. Du coup, tu as 2 activités. Soit tu fais 2 landing pages séparées avec une vraie identité pour chaque, parce que j'imagine que tu as peut-être une identité propre pour chacun, ou pas du tout. C'est ça. Voilà. Donc si tu as une identité, tu as une charte graphique, tu as un logo, tu as une ambiance différente et tu as une promesse donc qui est différente. Et donc si tu mets les 2 sur le même site, les gens vont pas comprendre. Ça va brouiller le truc. Après, rien ne t'empêche de faire du renvoi, donc du backlink, ça s'appelle des liens internes, enfin des liens externes plutôt du coup, mais qui renvoient vers les 2 sites différents. Donc tu dis, j'ai ma deuxième activité, c'est ça. J'ai aussi un atelier textile, venez visiter, et là on clique, hop, je renvoie vers le truc, et ce qui permet du coup de favoriser la connexion entre tes 2 activités. Donc c'est double budget. Alors, oui, mais... Là, je parle du nerf de la guerre. Bien sûr, non mais c'est ça. Mais par contre, si tu as... en fait, c'est soit tu as un site qui est extrêmement complexe, avec plein de pages de renvoi, etc., où tu présentes tes 2 activités, mais tu t'y perds un peu, soit tu as 2 pages simples, qui sont juste interconnectés, et le coût supplémentaire, ça va rester du nom de domaine, ça va rester de l'hébergement. Ok. Merci. Il y a d'autres questions par rapport à ce que j'ai expliqué là? Est-ce que c'est clair? Pour l'outil... Oui. Hotjar, j'y reviens juste parlais, après, oui, mais juste d'accord. un petit peu avant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon, très bien, merci. Donc l'outil Hotjar, H-O-T-J-A-R, ou 2 R encore une fois, je ne sais plus, je n'ai pas trouvé la réponse. Ça vous permet d'analyser donc, le parcours client. Qu'est-ce que c'est? J'arrive sur votre site, je vais voir ce qui va se passer sur votre site. Donc votre titre, votre logo, votre promesse, etc. Et donc je vais descendre sur votre site, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je vais descendre sur vos clients, je vais voir un petit peu vos offres, je vais voir peut-être une réassurance de combien de personnes on a accompagnées, etc., etc. Je vais voir aussi qui sommes-nous justement, le pourquoi est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on est une entreprise à mission, est-ce qu'on a une vraie culture d'entreprise, pourquoi est-ce qu'on fait. Et en fait, cet outil, vous allez pouvoir connecter à votre site, ça va vous permettre d'analyser les zones chaudes et froides de où est-ce que les gens s'arrêtent. Donc, soit avec un système d'eye tracking, donc on va regarder un petit peu au niveau des yeux où est-ce que la personne s'arrête, avec sa souris notamment. C'est le plus intéressant, c'est que je vais regarder, tiens, je vais cliquer là, je vais rester peut-être 3 minutes sur cette page à lire. Donc du coup, si je reste longtemps, l'outil va comprendre qu'il y a un contenu intéressant. Alors, évidemment, si vous partez faire à manger et vous laissez le site tourner pendant 3 heures, ça biaise un petit peu les résultats. Mais on voit tout de suite, en fait, où est-ce qu'il y a des zones chaudes, où est-ce qu'il y a des zones froides. Les zones froides, c'est les zones où personne ne s'arrête. Et si vous avez sur votre site des zones froides, alors que c'est là que vous voulez présenter votre offre, que vous voulez présenter vos clients, que vous voulez vraiment montrer ce que vous savez faire, c'est qu'il y a un problème. Donc du coup, ça va vous permettre de reconcevoir différemment votre site et vous dire, ok, donc je vais revoir certaines parties, je vais mettre ça un peu plus haut, je vais remettre ça un peu plus bas parce qu'en fait les gens ne s'arrêtent pas, donc ça c'est pas utile, ou alors ça je vais le supprimer parce qu'en fait personne ne s'arrête dessus. Donc ça va vous permettre d'analyser vraiment la vie de votre site en temps réel. Il y a une version gratuite et une version payante. Pour le connecter, vous pouvez le faire avec des outils, si vous utilisez WordPress, Wix ou d'autres CMS, vous pourrez très bien le connecter. Ça se fait assez simplement. Sinon après c'est juste une ligne de code qu'il faut copier-coller et mettre dans le header de votre site. Là, je pense que je parle un petit peu chinois. Mais là-dessus, voilà. Mais il y a plein de tutos qui existent, c'est assez simple. Donc, voilà. Oui. Pour la création du site internet, tu conseilles quelque chose? Tu parlais de Wix et WordPress. Il y en a plein qui existent. Il y en a qui aiment bien faire sur Wix. Il y en a qui aiment bien faire sur d'autres outils. Il y a un outil que moi je connais bien qui s'appelle Webium. Il y a des outils comme WordPress. Enfin, 98% des sites sont faits sur WordPress. Donc, vous êtes sûr de trouver déjà un prestataire pour vous le faire?
Sur la vente en ligne, tu as Shopify qui marche très très bien. Ouais, sur la vente en ligne, il y a Shopify, qui est la meilleure alternative si vous vendez et du produit ou du service. Si vous voulez vendre du produit digital, donc de la formation en ligne, ou des e-books ou des choses comme ça pour vous générer un petit peu de revenus passifs, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Podia. C'est comme toutes les plateformes de formation en ligne, il y a Teachable, il y a Thinkific, il y a Podia, System.io, il y en a plein. Je pourrais vous en donner après, quand on prendra un café si vous voulez. Mais ça vous permet non seulement de concevoir des landing pages, de concevoir plusieurs landing pages, et ça c'est important aussi, j'y reviens juste après, de concevoir des pages pour la vente de vos produits, où vous faites de la formation en ligne par exemple, ou juste, je sais pas, vous voulez vendre un e-book ou un guide sur la confiance en soi, sur les techniques de recrutement, des choses comme ça. Il y a intégré un système de newsletter, donc ça vous permet d'envoyer de la newsletter récurrente à votre audience. Enfin, c'est des outils qui sont extrêmement puissants aujourd'hui pour mixer tout ça. Je parlais de différentes landing pages, c'est ce côté un peu A/B testing. Alors si vous faites du Facebook Ads, donc de la publicité sur Facebook, vous avez un système A/B test, où vous pouvez tester 2 campagnes publicitaires différentes. Facebook va donc balancer les campagnes à la même cible, divisées en 2. Il va tester, voir quelle campagne fonctionne bien, et en fonction de ça, il va se dire, bon bah, la campagne A fonctionne beaucoup plus, donc le budget qui était alloué sur ce test B, on va le mettre sur le budget, sur la campagne numéro A, et donc on va maximiser en fait les revenus là-dessus. C'est à peu près la même chose sur la landing page, vous pouvez tester 2 landings différentes, si vous avez l'habitude de le faire évidemment, vous testez 2 landings différentes, comme ça vous voyez en fait, en fonction de la cible, comment les gens sont un petit peu réactifs par rapport à ça. C'est quoi l'outil? En fait, j'expliquais le principe par rapport à Facebook Ads sur la B-test, mais là c'est 2 landings différentes. Après il y a plein d'outils. Est-ce que je l'ai marqué là? Ouais, ClickFunnels, ConvertKit. Ah oui, vous avez Squarespace aussi. J'ai fait mon site au début sur Squarespace. Très facile, hein, c'est glisser-déposer sur des blocs de texte, des blocs d'images. Voilà, ça vous coûte 10 balles par mois si vous voulez vous le faire tout seul pour commencer. Il n'y a pas besoin d'externaliser ça. Évidemment, après, si vous voulez quelque chose de plus travaillé, plus construit, je vous recommande évidemment de passer par un professionnel. C'est quand même plus simple. Aujourd'hui, on a beaucoup de sites vitrines. Alors, je vais prendre l'exemple des sites un peu institutionnels. C'est normal, en fait. Il y a un peu cette obligation de le faire, puisque il n'y a pas de volonté de vendre quelque chose. Peut-être le Rubik's Cube, du coup, ça peut donner des idées. Mais on a beaucoup de sites vitrines. Vous voyez ce que je vous explique au tout début sur la présentation du site vitrine, c'est que beaucoup de gens font ça. Peut-être vous d'ailleurs, vous l'avez fait. Et moi, le premier, je l'ai fait au tout début. Et en fait, ça ne convertit pas parce qu'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de vraie valeur ajoutée en fait, à ce que vous donnez sur votre site. Donc il faut vraiment réfléchir en mode landing page et pas en mode site vitrine. On est OK avec ça? Et puis on s'est rendu compte qu'ici, a priori, et puis je pense que c'est la majorité des professionnels, je veux dire une stat comme ça à la volée, mais on est peut-être à 95% des professionnels qui ont un site internet. Donc on n'est pas dans cette logique de création, mais plutôt de modification ou d'optimisation du site. Ça reste de l'optimisation, hein. C'est pas non plus de repartir sur une page blanche. Je ne dis pas, mon Dieu, j'ai encore trop de travail devant moi, etc. Vincent, 9h30, point timing. On est un bon tiers de... J'ai 20 minutes, j'ai mon chrono qui est lancé. Okay. Votre référencement, tu en parlais tout à l'heure, SEO, SEA. Est-ce que vous savez déjà la différence entre SEO, SEA? Non, pas du tout. Je suis très mauvais en accent anglais. Il y en a qui savent ici ou pas ce que c'est? Oui. Ah oui. C'est la différence entre payant et gratuit? Oui, donc le référencement payant, donc Search Engine Optimization, donc c'est le référencement naturel, organique, que vous allez générer grâce à vos articles de blog, à vos contenus, au renvoi vers votre site justement, donc les liens externes qui renvoient vers votre site. Et le SEA, c'est Search Engine Ads. Donc c'est très logique en fait, qui va vous permettre donc de payer des campagnes via Google Ads, par exemple, pour faire référencer à travers des mots-clés votre site. L'exemple, quand vous tapez, je sais pas moi, coiffeur, parce qu'il faut chercher coiffeur, vous allez voir que vous allez en premier avoir des gens avec un petit AD sur la gauche, sur Google. C'est du coup, ça c'est un référencement payant pour que les personnes arrivent en premier. Et ensuite, juste en dessous, vous avez le référencement naturel. Oui. Juste pour rajouter à la conclusion, si vous croisez SEM, c'est Search Engine Marketing, c'est SEO. Oui, c'est le mélange des deux. Mais je voulais pas trop aller dans le... Tant qu'on était dans les vacances. Mais tant qu'on y est, lance-toi. Je t'en prie, merci. Oui. Est-ce que ça sert encore le référencement payant? Parce
que tout le monde en fait. Il paraît que maintenant c'est plus aussi efficace qu'avant. Alors oui, ça dépend des secteurs, mais oui, par exemple, quand tu regardes les mots-clés, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des coûts par clic. Quand vous regardez en fait les mots-clés qui sont extrêmement chers, où vous allez vous retrouver en fait à payer à balle de trucs si vous lancez, je sais pas, il y a des secteurs. Ouais, par exemple. Le monde doit coûter cher. En fait, peut-être que les campagnes sur le mot-clé, les mots-clés recrutement ou les mots-clés recruteurs, ressources humaines, etc., peut-être que ça va coûter cher si vous voulez faire référencer votre site là-dessus. Oui, il faut privilégier le naturel. Ah, pardon. Non, c'était pour donner un après, faut privilégier. Enfin, pour moi, c'est-à-dire que vu que tout le monde le fait, il faut le faire parce que si tu le fais pas, t'es forcément en dessous. Non, je travaille avec le naturel. Alors moi, il faut aller sur les deux leviers. C'est vrai que c'est paradoxal parce qu'il y a de moins en moins de budgets qui sont alloués à. Moi, j'ai le cas d'un client qui met 1 500 € par mois d'ADS sur Google, qui a un retour sur 20 000 €. Oui, alors tu peux le dire le client ou pas? Ouais, c'est mon père qui a une école de formation en EMDR. Et il est ciblé sur. C'est quoi l'EMDR, pardon? C'est tout sur à l'hypnothérapie, la psychologie. Okay. Voilà. C'est une technique qui travaille sur le nerf optique, enfin bon, c'est sur tout ce qui est post-traumatique. Et c'est incroyable. Moi, Mais ça a l'air super niché déjà comme. Ouais, mais justement, c'est ce que je disais par rapport aux mots-clés. Si t'es bien niché, les retours sont incroyables. C'est pour ça que, alors je suis pas expert SEO, SIA, hein, je suis pas du tout, je vais vous donner quelques clés, mais si vous êtes niché dans un domaine où vous avez des bons mots-clés spécifiques, et ça se travaille en amont avec un expert justement en SEO ou en campagne d'ads SIA, ça va vous permettre certainement d'avoir beaucoup plus de, évidemment d'avoir plus de retours sur investissement. Je sais pas si vous connaissez de l'afficherie, ils vendent des affiches, ils sont à Chambray, je crois. Pareil, eux, ils ont depuis le début, ils mettent 1000 balles d'ads sur Facebook et Google, je crois, ou juste Facebook, je sais plus. Et en fait, ils ont un retour sur investissement, mais qui est fou aussi sur leurs ads, parce que il y a 1000 balles qui partent tous les mois, sauf que leur retour, il fait peut-être x5, x10, x20, j'en sais rien, tu vois. Mais il faut que ce soit bien travaillé, bien spécifique. Non, je te laisse pas la parole. Tant que j'aurais pas fini cette phrase. Et par contre, je privilégierais, si t'as pas d'argent, fais du SEO maximum, fais le contenu organique, on revient juste après. Il vient de rien. Je voulais juste dire que ça recoupe ce que tu disais au tout début, d'avoir un produit ultra niché et ultra précis, donc que tu vas vendre sur ton site internet. Ce qui en fait répond à la problématique du SEO. Donc, si tu as quelque chose de très niché, ça va être plus facile de faire du référencement. Bah oui, d'avoir des mots-clés beaucoup plus spécifiques. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc votre site, évidemment, tout le contenu de votre site, y a des gens qui savent faire ça, qui savent écrire avec des mots pour moi, donc on est plus sur une partie copywriting, plutôt que juste écrire bonjour, moi je m'appelle Thierry, personne ne s'appelle Thierry ici. J'ai 50 ans, je suis coach en profil Tinder, je vais t'accompagner à draguer et devenir. Je suis coach en séduction, machin, etc. Si tu mets les mots-clés Tinder et que tu mets une campagne d'ads sur Tinder, t'es sûr que ton truc, personne ne va le voir beaucoup parce qu'il y a des gens qui sont déjà un petit peu. Mais bon, pour aller plus loin, vous pourrez vous orienter vers les personnes qui savent faire ça, du contenu SEO, SIA. En plus de ça, pour avoir un bon référencement, donc vous pouvez déjà analyser les performances de votre site. Si votre site met plus de 3 secondes à charger, clairement je ne vais pas rester trop longtemps. C'est-à-dire que vous avez soit du contenu qui est trop lourd, donc image, vidéo, soit vous avez une mauvaise connexion peut-être avec votre serveur, soit vous avez d'autres problématiques liées à ça. Mais un site qui ne se charge pas assez rapidement, en général, déjà il y a un premier point de friction. Deuxième avantage, si vous vérifiez vos contenus, donc ce qu'on appelle les métadescriptions, texte, image, vidéo, c'est-à-dire que quand vous allez ajouter une image ou une vidéo, vous pouvez ajouter une description à ce contenu, qui fait que quand vous allez sur Google Images, les gens tapent, je sais pas moi, Vincent Péchon, c'est vraiment simple. Si ma photo de profil s'appelle Vincent Péchon qui est sur LinkedIn, tout de suite cette photo-là va apparaître. Je grossis exprès le trait, bien sûr, pour vous donner un peu une image, mais ce sera beaucoup plus intéressant, ce sera beaucoup plus facile d'être référencé grâce à ces contenus-là. Je parlais des backlinks internes ou externes. Les backlinks internes, ça va être les renvois que vous allez faire à l'intérieur de votre site. Donc, si on rajoute une nouvelle page, si on renvoie vers d'autres contenus, votre blog, etc. Et les externes, donc c'est soit tous les liens internes de votre site, tous les liens de votre site qui renvoient vers vos profils sociaux, ou les liens externes qui renvoient vers votre site. Donc, admettons demain, vous avez des journaux, des médias qui font des articles pour parler, je sais pas, les 5 top idées cadeaux à faire à Noël pour sa famille, et typiquement en entreprise, si on met la tour en boule, la tour en boule, il y a le lien, quand on clique dessus, ça renvoie vers le site,
Et donc ça va favoriser aussi le référencement, parce que Google va dire, tiens, il y a des gens qui cliquent là-dessus pour aller sur le site, donc ça a l'air intéressant, donc le mot-clé Tourangoul ou autre mot-clé vont être favorisés. Voilà, Google Facebook Ads, Answers the Public pour les outils, SEMrush, et pour ceux qui ont WordPress, il y a Yoast SEO, ça vous permet d'analyser justement vos... Comment je vais dire ça ? Oui, voilà, ça permet d'analyser votre référencement. Voilà. Il y en a qui ont d'autres outils, je vois sur l'impression qu'il y en a qui ont quelques connaissances. Analytique. Alors, il y a l'analytique, oui, ça va être pour justement vérifier le. Je sais pas pourquoi je l'ai mis, peut-être que j'ai plus de place. C'est que je suis pas du tout. Oui. Pour les données SEO pures, l'outil de Google s'appelle Google Search Console. Ouais, c'est exact. All-in-one SEO. All-in-one SEO, ouais, très bien, allez-y, donnez des outils. Hein. Et ça, c'est des choses qui sont accessibles pour Comment démarrer le Pékin. Ouais, j'aime bien. Pékin, c'est une expression. C'est un petit. C'est discriminateur. Je ne sais pas. Non, mais alors oui, en fait, il y a plein de tutos qui sont gratuits, disponibles partout. Google est votre ami, YouTube est votre ami. Vous allez voir, il y a énormément de petites formations rapides. Non, YouTube ne t'aime pas. Quand on est dirigeant d'entreprise, combien de temps on alloue au référencement Oui, mais c'est pour revenir sur des. Passer par un prestataire, vous gagnerez du temps et de l'argent. Mais effectivement, il faut l'expliquer. Est-ce qu'on alloue du temps par rapport à ça? Est-ce qu'on externalise, on passe par un prestataire? Quel conseil tu peux donner aux personnes? Vous pouvez regarder déjà vous-même, parce que déjà ça vous évitera de vous faire arnaquer par des agences qui sont peu scrupuleuses, et oui, il y en a encore aujourd'hui, qui vont vous prendre une blinde pour analyser votre référencement ou vous faire une formation, et au final c'est du bullshit, il n'y a rien du tout derrière. Vous pouvez tester vous-même, comme ça vous avez un petit peu de connaissances. Par contre, à un moment donné, si vous voyez que vous passez 3 heures par semaine pour checker tous vos outils et voir comment ça fonctionne, alors que si vous déléguez la votre prestataire en 1 heure, il vous le fait, par mois par exemple, vous savez que vous allez rentabiliser ces 3 heures par semaine passées à faire autre chose de beaucoup plus intéressant, gagner de l'argent, plutôt que d'aller passer une après-midi là-dessus. Puis c'est valable pour tout, c'est valable pour le contenu, c'est valable pour toute la création de contenu de manière générale, toute la partie digitale. Rien ne vous empêche de tester des choses par vous-même, des petites choses. Par contre, à un moment donné, si vous voyez que vous êtes dépassé et que vous voyez que vous passez trop de temps là-dessus, mais en fait, déléguer. Et il faut pas avoir. Alors, autre chose, il ne faut pas avoir peur, je ne vais pas dire d'y mettre le prix, mais ne croyez pas que ça coûte rien du tout, parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière. Je prêche un peu pour ma paroisse, évidemment, parce que c'est un discours que j'entends souvent, mais essayez d'optimiser un maximum aussi les budgets que vous allez allouer pour ça. Mais voilà, vous attendez un retour tous sur investissement, ce qui est normal. Mais il faut comprendre aussi que ça peut prendre du temps. Le SEO, comme son nom l'indique, ça ne se fait pas en 2 jours. J'entends encore des gens qui me disent que, même de manière générale, qui disent que quand je veux mon site, on tape mon nom sur mon site, j'arrive en premier sur Google. Oui, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain en fait. Il faut du temps là-dessus. Donc prenez votre temps. Et déléguez un maximum si vous voulez être tranquille. J'avance un peu parce que sinon je vais me faire engueuler. Donc les réseaux sociaux, évidemment, le meilleur moyen d'être vu de tous. Qui ici a un profil LinkedIn? Qui ici n'a pas de profil LinkedIn? Faut lever la main quand c'est soit oui, soit non. Pour une fois, c'est binaire là. Très bien. Qui a un profil, qui crée du contenu sur LinkedIn? Au moins 1 fois par semaine. Qui a créé du contenu au moins 1 fois par mois sur les 3 derniers mois? Ah oui, là. Qui utilise encore la fonction partager sur LinkedIn? Oui. Partager. Arrêtez. Qui publie des CV? Ah oui, pardon. Non, non, il faut en PDF. Arrêtez les partages. Je vais faire un petit focus sur LinkedIn. Arrêtez de partager des choses sur LinkedIn. Je peux me mettre à genoux pour vous demander, mais arrêtez, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien, ça ne fait que niquer votre reach, en fait, donc la portée de ce que vous allez faire. Commentez. Likez, commentez. Si vous trouvez un contenu pertinent, vous reprenez le contenu existant, un carrousel, une image, une vidéo, et vous le repostez et vous créditez l'auteur. Ça prend plus de temps, ça demande un peu d'exercice créatif, mais ce sera beaucoup plus intéressant que juste de partager. Et en plus de ça, je m'avance peut-être un peu, mais quand vous partagez, vous ne rajoutez pas une petite phrase, un petit texte. Ou alors vous marquez super initiative. Ouais.
Voilà. Mais bah, ça fait super. Fallait pas dire oui trop vite, Christine, désolé. Arrêtez de faire ça. Pour vous faire une petite parenthèse sur LinkedIn, soit vous commentez, ça vous donne un premier point, soit vous likez un point, vous commentez 2 points, vous partagez 0 point. Généralement, quand on commente, ils proposent de le transformer en post. Voilà. Mais ça non plus. Ça non plus. LinkedIn On va tous se teste faire, des je pense. choses. LinkedIn teste des choses qui sont pas utiles. Il y a toujours le bouton partager aujourd'hui qui ne sert strictement à rien parce que LinkedIn vous casse en fait la portée. Vous voyez que quand vous partagez des choses, vous faites très peu de likes, très peu de vues sur votre post. Sauf quand le post parle de nous. Ah oui, ben justement, si le post parle de toi, tu parles de quoi? Un article par exemple? Oui, parce que par exemple l'année dernière, je travaillais pour l'ADEME, qui est un organisme, et donc à un moment, comme j'ai travaillé pour l'ADEME, j'ai partagé le post qui parle de moi. Et ben reprends justement, et du coup, alors ça peut être très égocentrique dit comme ça, Oui. mais reprends ce contenu-là Ouais. et tu dis, bah voilà, on parle de petit article dans l'ADEME, machin, ou alors tu fais un petit résumé. Faut que ce soit pertinent en fait. Dites-vous que si vous faites un contenu, il faut que ce soit pertinent. Oui, il y avait quelqu'un qui avait levé la main. On est 3 en ligne. C'est moi qui choisis l'ordre. Pardon. Vas-y, ton camp. Christine. Alors moi je comprends pas la différence entre repartager et reposter. Alors, si tu reprends le contenu existant, Tu fais un post copier-coller en fait. Tu fais un copier-coller, voilà. Mais par contre, tu peux faire un partager. Mais voilà, tu reprends le contenu, D'accord. photo, vidéo, tu en fais ton propre post, et tu peux, par contre, tu peux refaire une description, mais le contenu du post qui va être différent de ce que lui a fait. Et par contre, tu peux créditer l'auteur en disant merci machin pour cette découverte, pour ceci, pour cela. Ça va faire plaisir à l'auteur parce que lui, en fait, il va te voir, il va voir que tu as posté en parlant de lui. Il va être visible donc de tout ton réseau LinkedIn à travers ce post-là que tu as créé. Alors que si tu fais juste un repartager, ça marche pas. Un post peut devenir extrêmement viral si vous avez 50, 60, 70 personnes qui partagent votre contenu. Ça l'a fait pour une étudiante, elle a fait un carrousel pour avoir Canva Pro gratuitement quand on est étudiant. Et qui partagent dans le sens. Il faut juste la repartager. Par contre, c'est l'option juste partager. Ah oui. Et c'est là où c'est un peu fourbe, merci. C'est que tant que vous n'avez pas atteint un quota de repartage d'un post, et votre post ne va pas devenir viral. Mais par contre, ça pénalise les autres. Oui, je sens que vous êtes perdu dans ce que je suis en train de dire. Nous, il ne faut pas qu'on repartage parce que pour nous, c'est pas bon. Par contre, si notre post à nous est repartagé, là, c'est cool. Tu veux prendre ma voix, c'est ça. C'est que si votre post a un très bon succès et que si vous avez des gens qui partagent votre post, par exemple, ça ne va pas vous impacter niveau visibilité. Par contre, si vous avez 50, 100 personnes qui commencent de plus en plus à repartager, là par contre, LinkedIn va dire oula, il se passe quelque chose, donc lui, je vais le remonter en tête de file pour que tout le monde puisse le voir. Mais si vous, en tant que personne, vous faites juste que partager des contenus sur LinkedIn et que vous ne créez pas vos propres contenus, votre portée à vous, elle sera nulle, elle ne servira à rien. Vous allez mettre en avant les autres créateurs de contenu parce que vous allez partager leurs posts, mais par contre, vous, en fait, vous n'allez pas avoir de visibilité, vous allez avoir un like, 2 likes. Par contre, on est d'accord que le post initial qui n'est pas repartagé mais qui est reposté aura plus de poids aussi ou pas? Ah oui, bien sûr. Enfin, j'ai fait l'exemple, il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai vu un CV d'un étudiant qui était en école de design, il a repris le concept, un mock-up en fait, de paquet de bonbons Monoprix. Il a mélangé le concept Monoprix Yuka, donc l'application Yuka, pour faire son CV sur ce paquet de bonbons, un peu en mode 3D. J'ai trouvé son post déjà avait très très bien marché, j'ai dit trop cool, j'ai repris en fait les photos, je les ai enregistrées, j'ai fait mon propre post, j'ai crédité l'auteur, j'ai laissé le truc tourner, je suis revenu, j'avais fait 1,6 million de portée au bout de 2 jours. Plus de 20 000 réactions. Et je suis pas légitime pour parler, j'ai trouvé cool, l'initiative intéressante. Et c'est là où je me suis dit qu'il y a une puissance folle, c'est que si vous reprenez le contenu existant, vous en faites votre propre post, il y aura beaucoup plus de poids, parce que vous allez prendre la parole, vous allez dire votre avis, vous allez vous exprimer, et vous n'allez pas juste faire un copier-coller d'un... C'est comme du contenu dupliqué en fait, Google n'aime pas ça, donc si vous faites du contenu dupliqué, pareil, ça va vous... Après j'ai du mal à... Enfin, moi, c'est pas pour moi que je parle, mais quand tu dis de reprendre les vidéos, même en créditant la personne, je trouve ça presque pas malsain, mais limite, tu vois ce que je veux dire? On s'approprie presque un travail, même si on crédite effectivement l'auteur. Je trouve ça, moi personnellement, c'est mon avis, hein, mais j'ai du mal avec ça. Tu veux parler de plagiat?
Comment? Il est là, monsieur. Tu veux parler de plagiat? Pour toi, Oui, c'est un peu... alors pas aller jusqu'au plagiat, tu mais c'est se servir d'un poste qui a très très bien marché pour... Tu parlais d'égocentrisme tout à l'heure, hein, ça fait flipper quoi. Oui, mais au final, tu donnes quand même de la force à... Non, mais je suis complètement d'accord. C'est un peu... Cette ambiguïté qui est il y a un peu des deux côtés, c'est est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que ça va le valoriser. Le fait de l'avoir, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai pu discuter en privé avec les créateurs, avec ces mêmes créateurs qui avaient créé ce contenu-là, en le repartageant. Eux, au contraire, ils préfèrent qu'ils fassent ça parce que ça valorise leur travail. Aujourd'hui, on est vraiment dans encore plus dans cette ère de partage, de connaissances, de contenu sur Lini qui est devenue des plateformes de partage. Donc là où ça peut être frustrant, c'est quand la personne qui reprend justement ce contenu obtient une audience beaucoup plus importante que le post initial qu'avait créé la personne. Ça va le valoriser. Là, ça va le valoriser, mais ça peut être frustrant pour lui de se dire, bah voilà, j'ai créé un contenu, j'ai eu une portée qui était bonne, mais la personne qui l'a repris a une portée qui était 3 fois alors peut-être que ça peut avoir ça, parce que c'est quelqu'un qui est plus influent, qui a plus de portée, etc. En revanche, je prends l'exemple de quelqu'un, un jeune qui fait un CV. Un peu original, en mode vidéo, ou ce paquet de bonbons, comme je disais, repris avec les codes Monoprix et Yuka. Et ben, si les gens reprennent le contenu et le repartagent, et en font leur propre poste, peut-être qu'il aura plus de chances de trouver une alternance, un stage ou un emploi, parce que du coup, on fait bénéficier de tout le réseau, de la viralité en fait du truc, plutôt qu'il n'y a que lui qui le fasse et qu'on dise ah ouais ben non mais c'est à lui, voilà. Il y en a plein qui ont repartagé le post que j'avais fait, ça n'a pas niqué la portée, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, eux, ils ont juste repartagé et ça leur fait un repartage de post qui n'est pas intéressant. Et par rapport au contenu que tu as l'habitude de publier, oui. Parce qu'on m'a dit que sur LinkedIn, c'était très important d'être toujours sur le même secteur d'activité. Oui. Si je republie un post, il y a une pub, je ne sais pas si les gens l'ont vu, la dernière pub de McDo où on a l'impression que c'est un homme qui embrasse une femme. Ah oui, avec le burger. Ou un homme, peu importe. En fait, la forme, on dirait. Alors, moi, je t'ai republié pour, comme tu dis, j'ai pas partagé, j'ai posté et effectivement, il y a eu plus d'impact. Le truc, c'est que là, ça touche à la communication, mais demain, un post, je sais pas, sur un petit chat et une licorne que je partage, c'est pas le même secteur d'activité. On m'a dit que ça pouvait justement poser problème pour tout ce qui était riche. Ça dépend en fait de ce que tu vas apporter. C'est-à-dire que je prends le temps, moi, personne lambda, de te lire, qu'est-ce que tu m'apportes en échange? Est-ce que je te donne du temps, qu'est-ce que tu vas m'apporter? De l'émotion, une belle histoire, tu vas m'apporter, je sais pas, des compétences, tu vas me dire qu'il y a un nouveau bouquin qui sort ou tu as les 5 podcasts à écouter cet été, qu'est-ce que tu me conseilles d'écouter, etc. C'est qu'est-ce que tu m'apportes en plus qui mérite mon attention. C'est un peu malsain, hein, mais il y a tellement de contenu aujourd'hui qu'il faut sélectionner. Donc si tu partages un gif d'une licorne et d'un chat, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est juste le côté divertissant? Non, j'ai donné moi des exemples. Non, mais ça vaut pour tout le monde aussi. Hein. Je suis dans un cas de figure un peu similaire avec une gamme de produits qui s'adresse à 2 cibles très différentes. On a imaginé, je ne sais pas si c'est une bonne solution, je vous pose la question, de créer, on a un LinkedIn de la société, une page pro sur laquelle on balance tous nos posts qui sont créés. Et puis ces posts sont repris par 2 chefs de produits qui sont orientés chacun vers des cibles commerciales différentes et qui relaient sur leur propre LinkedIn les messages destinés à chacune des 2 cibles. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, oui, pour plusieurs raisons. C'est que d'une, votre page pro aura beaucoup moins de portée. Et après, on va dévier du côté ligne, on en parlera après, parce que je peux en parler pendant des heures. Votre page pro aura beaucoup moins de portée que votre profil perso. Donc, si vous êtes indépendant, dites des choses sur votre profil pro et pas perso, parce qu'en fait, votre page pro, on s'en fout. On veut pas l'inverse. Ouais, l'inverse. Votre profil perso, parce que votre page pro, en fait, on s'en fiche un peu. On veut des humains, on veut pas Pour le coup, sur LinkedIn, la page pro, c'est une vitrine. Ça reste une vitrine. En fait, ça reste une vitrine. Okay. Ça sert à rien de faire une page entreprise. En fait, si, parce que c'est juste pour avoir le petit logo dans tes expériences. Voilà, ça va s'arrêter là, en vrai. Okay. Mais même les agences de com, tu vois, qui publient très peu là-dessus. Si, ça peut servir la page entreprise quand on vous connaît par le nom de l'entreprise. Voilà. Donc on va vous chercher, on va chercher le nom de voilà, si vous vous appelez, si vous êtes EDF, pas encore. Voilà. Mais si vous êtes indépendant et que vous voulez vous faire connaître par le nom de votre boîte, ça peut être une stratégie. Par contre, cette stratégie d'avoir 2 personnes différentes qui ont chacun leur stratégie de contenu,
pour parler et qu'ils soient eux identifiés sur chacun, c'est le mec qui parle de tel produit, c'est le mec qui parle de tel produit, oui. Mais c'est mieux d'avoir aussi des contenus plus humanisés. Donc c'est eux qui prennent la parole et c'est pas... Après, effectivement, le post est repris, mais avec le commentaire du chef de produit. J'avance un peu. Donc quelques conseils pour les réseaux sociaux. Choisissez un réseau pour commencer, un seul. Instagram, si vous êtes sur Insta, focalisez-vous là-dessus. Facebook a beaucoup... La portée organique sur Facebook ne marche plus, hein, qu'on se le dise. À moins que vous ayez une page de divertissement ou une grosse boîte. La portée organique ne marche quasiment plus sur les réseaux, sur Facebook en tout cas. Donc on va favoriser plutôt la campagne publicitaire. Vous pouvez vous mettre sur Insta, vous mettre sur LinkedIn et aussi sur TikTok. Même si vous croyez qu'on fait des challenges et des danses et qu'on a 13 ans sur TikTok, c'est pas ça. Pas que ça. C'est pas que ça. Non mais c'est plus ça en fait, c'est surtout plus ça. Soyez actifs, interagissez avec votre audience, créez du contenu de manière régulière. Et évidemment, faites du social selling. Donc il y a des gens qui sont spécialisés des commerciaux qui sont spécialisés en social selling, qui permettent de créer en fait de la relation et de vendre directement à travers LinkedIn, Instagram, et de manière, en fait, c'est votre profil qui va devenir votre page de vente. Des outils que vous pouvez utiliser, Lemlist pour la partie newsletter, où vous pouvez envoyer du mailing, de prospection ciblée, automatisée, c'est un outil qui est incroyable. Drop Contact, c'est pour vérifier les adresses mail des gens qui sont soit sur LinkedIn, soit sur d'autres sites. Donc ça va vous permettre vous avez quelques crédits gratuits, et ça va vous permettre justement de vous dire, ok, est-ce que le mail est bon, et que si je l'envoie pas, ça m'envoie pas un message d'erreur, ou le mail est plus valide, etc. Et Casper, ça vous permet de checker toutes les infos de chaque profil LinkedIn, de votre prospect, de votre client, et donc de l'envoyer dans votre CRM ou sur un Google Sheet, et donc du coup d'avoir toutes les infos, nom, prénom, fonction, etc. Et donc d'avoir un tableau bien ordonné. Vos contenus, enfin, on y vient. Qu'est-ce qui existe pour vous comme type de contenu? Du contenu graphique. Comment? Du contenu graphique. Oui, c'est-à-dire? Graphisme. Esthétique. Plutôt. Exemple, plus des exemples. Images. Ouais, vidéo, texte. Illustration. Illustration, ouais, visuel, etc. Newsletter, t'as dit? Ouais. Oui, c'est une bonne réponse. Mail. Mail. Oui, newsletter, mail. Blog. Blog, merci. Je vais mettre. Autre chose? Post. Texte, post, enfin, c'est effectivement. Donc vous voyez qu'il y a plein de contenus qui existent. Mais la question c'est, ok, je commence par quoi? Parce que vos contenus, ça va être votre meilleure source de référencement sur votre profil LinkedIn, sur votre site, landing page. Et donc ça, il faut savoir se dire, ok, quelle stratégie je vais adopter? Ok, je suis sur LinkedIn, très bien. Je vais créer du contenu récurrent sur LinkedIn. Est-ce que je fais des vidéos? C'est un peu long à faire, mais ça peut être cool. Est-ce que je fais des carousels? C'est long à faire, mais c'est très drôle. C'est quoi les carousels exactement? Les carousels, il y a des experts en carousel ici, je leur laisse prendre la parole. Mélanie, à toi. Les carousels, c'est plusieurs illustrations à la suite. Ah oui, d'accord. On fait défiler. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, en fait, c'est un peu un diaporama latéral. Un petit diapo, ouais. Quand on a 60 ans comme Soufiane, on peut appeler ça diaporama. Je m'adapte à l'auditoire. Justement, différents types de contenus, est-ce qu'il faut se focaliser sur un ou il faut essayer de Il faut se focaliser varier pas les sur contenus? un, il faut essayer de varier, mais déjà se concentrer sur un seul type de contenu où on sait qu'on va être bon. Si vous êtes bon sur la rédaction de contenu de type écrit, vous pouvez vous focaliser là-dessus. Si vous êtes bon sur de la vidéo, vous pouvez vous focaliser là-dessus. La vidéo courte, longue, etc. Si vous êtes bon sur du carrousel, parce que vous savez que vous avez une petite patte graphique, vous savez faire quelques petits trucs sympas, allez-y là-dessus. Et après, si on a peu d'estime en soi, et que oui, non mais ça, si on a peu d'estime en soi et qu'on se dit, en fait, je sais pas si je suis bon. Mais vous ne saurez jamais si vous savez, ça, postez pas. La solution est dans l'action. Comme toi, oui. Non. Si vous savez pas si vous êtes bon à l'écrit ou pas, faites un truc. Et vous voyez si ça marche. Et demandez un maximum de feedback. Alors, ce que je veux dire, c'est ça, oser en fait. Ah mais oui. La solution est dans l'action. Vous êtes tous indépendants, j'imagine. Peut-être. Vous êtes tous au moins peut-être une entreprise, vous êtes salarié dans une boîte, vous allez oser faire quelque chose. Donc en fait, vous allez vous exposer, évidemment, si vous êtes sur LinkedIn. Vous allez vous retrouver avec des haters et des gens qui vous disent « Oh, gna gna gna, machin », qui vont venir chipoter le bout de gras. Ces gens-là, vous les mettez de côté, vous les insultez en privé, de toute façon, ils vont vous bloquer, vous en foutez. Mais vous laissez faire leur vie, en fait. De toute façon,
C'est des gens qui voudront toujours avoir raison, le dernier mot. Deux types de contenus. Moi, j'ai choisi les posts et la vidéo, parce que j'en fais, donc c'est bien que j'en fasse quand même. N'en sortez pas, c'est-à-dire, ne vous dites pas, tiens, je vais tester autre chose. Alors, vous pouvez, hein, de temps en temps, mais ne vous dites pas, tiens, je vais faire plein de contenus différents, parce que là-haut, en fait, vous allez avoir du mal à vous dire, ok, là, je me mets en mode création de carrousel, ou diaporama latéral, cela, je vais mettre en mode vidéo, etc. Et vous n'allez pas en sortir. Créer du contenu régulier et pertinent, je le disais tout à l'heure, dites-vous que on a besoin on a de l'attention, qu'est-ce que tu m'offres en retour? Oui, Christine. Régulier, ça veut dire quoi? Alors régulier, au minimum une fois par semaine, ce serait bien. Et ça peut être plus ou pas? Parce que moi, Alors oui. J'arrose. Faut pas trop non plus. Il y en a aujourd'hui qui postent 3 fois par jour. Mais ces gens-là ont commencé à un post par semaine, ils ont développé leur communauté, ils ont apporté des choses, etc. etc. Oui. Et si on poste 3 fois par jour et qu'après ça répond en 2 semaines c'est le problème. C'est qu'en fait, si vous dites, ah, je suis chaud, tiens, je fais 3 posts par jour. Et puis 2 jours après, vous faites, bon, en fait, j'ai la flemme. En fait, non. C'est que, dites-vous, j'y vais tranquillou. Le LinkedIn, c'est même n'importe quel outil, hein, c'est un diesel. C'est-à-dire que vous allez commencer un post par semaine. Et si vous dites, ok, je me prends 1 heure, j'écris mes 4 posts dans la semaine, enfin mes 4 posts en 1 heure pour le mois, vous êtes tranquille, vous allez juste après aller publier et poster. Donc ça sert à rien de... En fait, si vous Parce qu'il faut vraiment tenir une régularité. Oui, mais c'est comme le blog, c'est comme n'importe quel contenu, si vous êtes régulier et sur le long terme, vous allez voir, vous allez c'est lié aux algorithmes, en fait. C'est les algorithmes. Si vous avez très peu un réseau qui est très faible et que vous publiez 3 fois par jour, en fait, la deuxième publication va venir cannibaliser la précédente. Donc il faut que vous ayez une bonne communauté, c'est-à-dire que vous ayez peut-être 20, 30, 40 000 abonnés pour vous dire, ok, je vais poster 2 fois par jour, 3 fois par jour, etc. Mais si vous avez une faible communauté, attention à votre régularité, de ne pas poster 3 fois par jour. Autre chose, quand vous faites un post sur LinkedIn, LinkedIn va proposer votre post aux 100 premières personnes, aux 100 personnes aléatoires de votre réseau. Donc si vous avez 1000 personnes, 2000 personnes dans votre réseau, mais que sur les 2000, il y en a 1000 qui sont inactifs, c'est-à-dire des profils fantômes, qui ne sont jamais présents, qui commentent jamais, qui likent jamais, et que LinkedIn envoie cette publication à ces personnes-là, et qu'il n'y a personne qui interagit, votre publication fera 0. Donc il y a ça aussi, il y a le traitement de votre audience qui est extrêmement importante. Comme je disais, produire vos contenus sur le mois en mode focus, comme ça vous êtes concentré, 1 heure, 2 heures, et vous avez vos posts pour le mois, si vous en faites un par semaine. Oui. Est-ce que c'est bien d'accepter n'importe qui sur LinkedIn ou non. Que ce soit des gens qui soient... Moi j'ai des étudiants qui me demandent, mais s'il n'y a pas, qu'est-ce que tu vas m'apporter en fait? C'est très malsain. Hein. Mais il y a une fonction qui s'appelle le mode créateur sur LinkedIn. Si vous transformez votre profil en mode créateur, les gens vont pouvoir vous suivre plutôt que de rejoindre votre réseau. Pour rejoindre votre réseau, il faudra appuyer sur les 3 petits points, il faudra faire ajouter la relation. Moi, je préfère que les gens aujourd'hui me suivent, parce qu'ils ne rentrent pas dans ma relation. Et les gens que j'ai dans ma relation, c'est des gens où je sais qu'ils sont actifs, récurrents, ils vont pouvoir interagir avec le contenu. L'idée, c'est de se faire voir, l'idée, c'est de vendre aussi vos produits, vos services. Donc, si vous acceptez n'importe qui et que ces personnes-là veulent juste dire « Ah bah tiens, t'as vu, j'ai machin dans mon réseau », et qu'en fait vous interagissez pas du tout avec ces publications, que vous restez un profil fantôme, c'est 0 pour vous en fait. Pour vous c'est vraiment un gros malus. Parce que du coup quand tu parlais là des 100 premiers contacts aléatoires, oui. Ça va pas faire partie de tes cibles ça. C'est que dans ton entourage proche. C'est ça. Okay. Les gens qui vous suivent c'est des gens un petit peu random, c'est n'importe qui. Par contre les gens qui sont dans votre réseau, peut-être que c'est justement vos prospects, vos clients à qui vous voulez apporter de la valeur ajoutée à ces gens-là. C'est pas parce qu'on a beaucoup de gens dans notre relation que c'est mieux. En fait, vaut mieux bien cibler les gens qu'on veut dans notre. Faut que ce soit des gens quali. Pas le chanteur, mais le. Date de vieux, je sais pas si y en a qui l'ont tout de suite, mais. Ça c'est accessible qu'à une certaine génération. Donc en fait, il suffit de m'a dit de m'adapter à l'auditoire. Après, en fonction, est-ce qu'il vaut mieux 100 personnes dans ton réseau où là, tu es sûr que c'est des gens qui te suivent, qui vont commenter, que 1000 personnes où tu as ajouté, je veux dire. Des personnes que tu connais pas forcément, qui font pas forcément partie. 100 personnes, c'est très peu. Oui. Donc c'est déjà, si vous avez que 100 personnes ou moins, c'est que vous n'êtes pas du tout actif. Par contre, si vous commencez à avoir 500, 700, 1000 personnes qui sont dans votre réseau
et qui sont par contre des gens avec qui, des professionnels que vous avez rencontrés aujourd'hui par exemple, qui sont actifs, ou des gens qui sont dans votre site de prospo de clients, c'est beaucoup plus pertinent. Et après, il faut faire le tri de temps en temps, hein. C'est comme les mails, hein. Vous prenez votre une heure, vous triez les gens, vous dites bah, celui-là, moi j'en veux plus, Vous ça désinscrivez, dégage, quoi. Vous les retirez de votre relation. Quelques outils, et je vais bientôt finir. Canva pour créer vos contenus, Carousel aussi. Attention, quand vous exportez vos visuels, qui connaît Canva? Pardon, Canva. qui n'a jamais utilisé Canva? Oh, pas Canva, non. Canva. Non, mais même. Oui, mais c'est plus accessible. Je vais pas, oui, on va pas lancer les gens sur quand Photoshop. on ne connaît rien, c'est super pratique. Ah bah, On voit, moi ce que je trouve, enfin, pour moi c'est une catastrophe ce logiciel parce qu'on voit les mêmes publications, les mêmes polices de caractère, les mêmes trucs pour tout le monde. Mais ça, c'est des gens qui prennent des templates et qui prennent même pas la peine de les modifier. Je sais, mais c'est ce que je te dis, mais c'est 90% des gens qui utilisent Canva. Eh ben écoute, si vous faites partie des 10% meilleurs, écoutez mes conseils. Donc, Canva, pourquoi c'est bien parce que vous pouvez personnaliser beaucoup de choses. Ne faites pas donc des templates, s'il vous plaît, essayez de faire travailler votre jus de cerveau. Et quand vous voulez faire des carousels, n'exportez pas en PNG, exportez en PDF. Quand vous allez intégrer un PDF, exporter, c'est bon, c'est ça le mot que... Non. PNG, c'est l'extension. Il y a des images qui sont en .png, .jpeg, .machin, .truc. Si vous exportez en PNG, vous allez avoir des images indépendantes. Donc si vous les ajoutez sur LinkedIn, ça va faire comme un petit album photo. Par contre, si vous ajoutez un PDF, ça va vous faire votre carrousel, où vous allez pouvoir, du coup, passer d'une image à l'autre. Clipchamp, pardon, très bon outil pour faire de la vidéo si vous ne savez pas faire de vidéo. Il y en a plein qui existent, hein. J'en ai... C'est le Canva de la vidéo. Voilà, il y a même Canva qui commence à faire de la vidéo aussi, donc vous pouvez très bien aussi regarder ce que fait Canva. Après, si vous êtes plus à l'aise sur le montage, il y a Premiere, il y a DaVinci Resolve, mais là, on est sur du montage beaucoup plus costaud. Swello, ça permet de programmer vos posts. Vous pouvez le faire sur vos profils perso LinkedIn, je crois. Par contre, ou même n'importe quel autre réseau social. Mais par contre, vous ne pouvez pas taguer de personne parce qu'il y a le problème de la RGPD. Vous ne pouvez rien faire. En revanche, petite alternative qui existe bien, ça s'appelle Perfect Post. Donc un outil qui est développé en local, Cocorico, à Tours, Cocorico, par des copains. Bref. Ça vous permet justement de traquer vos posts, donc n'importe quel post que vous allez faire. Vous allez analyser la courbe d'évolution de votre post. Vous allez pouvoir exporter les statistiques de vos likes, de vos vues, de vos commentaires, et voir aussi à quel moment vos posts ont bien pris. Par exemple, hier, j'ai fait un post vers 14h, il a pris tranquillement, et en fait, pendant une heure, genre entre 16 et 17h, quelque chose comme ça, c'est monté d'un coup, et en fin de journée, c'est remonté d'un coup. Donc en fait, on peut voir la courbe, à quel moment ça a pris une envolée, et se dire, ok, donc mon audience est plus active à ce moment-là, ou à ce moment-là, et donc si vous faites des posts aux heures où votre audience, vos prospects sont présents, vous aurez plus de chances d'être visible. Autre technique, envoyez un message à vos prospects, dans message privé sur LinkedIn, vous voyez à quelle heure ils vous répondent, et en fonction de, vous regardez la majorité de l'heure, si c'est 14h, 16h, 18h, et vous savez que si ces gens répondent à cette heure-là, c'est que potentiellement ils sont le plus actifs à cette heure-là. C'est une application, c'est pas une application. Perfect Post, c'est une extension Chrome qui vous permet, vraiment, hein, téléchargez-la, ça vous permet d'enregistrer vos posts en brouillon. LinkedIn ne le fait pas. Alors attention, pas les pièces. Ça n'enregistre pas les PDF, les vidéos, les images. Par contre, ça garde en mémoire les tags, les hashtags, les emojis, etc. Ouais, c'est ce que je vais te demander, est-ce que ça garde les tags et les hashtags, parce que moi, quand je prépare mes posts, je les fais sur une note depuis mon iPhone, souvent, voilà, donc je les mets à arrobase, mais sauf que je suis obligé d'aller les reconvertir une fois que je le publie, parce que ça garde les mentions des gens justement là-dessus. Ça, c'est une première version, c'est une version gratuite, utilisez-la. Aujourd'hui, il y a tous les créateurs de contenu sur LinkedIn quasiment qui l'utilisent. Donc voilà, et puis c'est une petite fierté locale quand même. Quels objectifs pour sa communication ou son nom, quels objectifs pour utiliser le marketing digital? Comme je vous l'ai dit, trouver de nouveaux clients, gagner en visibilité, asseoir son expertise ou devenir ce qu'on appelle un Key Opinion Leader. C'est le cas pour Antoine Perrine, qui, si vous ne connaissez pas, il a la Social Media Family à Tours. Il a été contacté par Trade Republic pour faire un post sponsorisé. Trade Republic, c'est un peu comme eToro, en fait, c'est pour faire des investissements. Et lui, en fait, vu qu'il a cette casquette de Key Opinion Leader, donc vous devenez un leader d'opinion, où quand vous prenez la parole sur LinkedIn, les gens vous écoutent. Donc c'est-à-dire que demain, Antoine peut dire j'ai testé la tour en boule, franchement, c'est de la merde, n'y allez pas. Du coup, il y en a un, il va se sentir mal à l'aise. Donc, si vous en arrivez là,
peut-être un jour, faut pas forcer, hein, c'est comme les gens qui veulent devenir influenceurs, vous ne le devenez pas en disant je veux devenir influenceur. Quelle différence Ou alors faites les anges. entre influenceur et key opinion leader? Pas vraiment, c'est plutôt le terme business, on va dire. Influenceurs sur LinkedIn. Influenceurs sur LinkedIn. C'est un compte clé sur LinkedIn. C'est un peu le terme utilisé par les agents d'influenceurs, etc. C'est un peu l'intellectuel en fait des influenceurs. Pardon? C'est un peu l'intellectuel des influenceurs. C'est que le terme influenceur il devient un peu péjoratif. Genre, là, elle est pas key opinion leader. Enfin, peut-être que si d'ailleurs, malheureusement. Je sais pas, je te dis un exemple. Vos nouveaux clients n'interagiront jamais avec vos contenus. C'est de moi. Une chose, c'est que j'ai remarqué, tous les contenus que je poste, les clients avec qui je travaille, ou que j'ai travaillé, n'ont jamais liké, commenté un seul de mes contenus. Voilà, il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Ça va être des gens de votre entourage, ça va être votre réseau pro, ça va être peut-être vos familles, vos potes qui bossent avec vous, qui vont liker, commenter. Ça va donner de la visibilité à tout le réseau, mais les gens qui vont vouloir travailler avec vous, moi les gens sont tout de suite venus me voir en privé, ils m'ont dit bonjour Vincent, j'ai un projet de vidéo, on s'appelle. Oui, mais je te connais pas. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais interagi avec un seul de mes contenus. Et ça, c'est. Même a posteriori. Même a posteriori. Et tu l'expliques comment? Alors ça, je suis pas le créateur de LinkedIn. Ça dépend peut-être des actifs. Ça dépend peut-être des actifs. Non, mais ça, en vrai, enfin peut-être. Mais en tout cas, et cette expérience est partagée avec d'autres, peut-être, oui. C'est valable pour LinkedIn, un peu moins pour Instagram. Pour le coup, Alors, moi, à titre perso, j'ai eu des retours clients après, une fois que j'ai signé avec eux, etc., qui sont venus me suivre sur mon Instagram perso. C'est encore un autre truc, mais sur Insta, c'est encore un petit peu différent. Oui, la proximité, vraiment, en fait, les gens ont plus de facilité à se mettre en avant sur Insta, à liker un contenu ou s'abonner, plutôt que de liker ou commenter un contenu sur LinkedIn. C'est beaucoup plus engageant. Je te pose une dernière question. Oui, parce qu'après, t'as dépassé ton quota. Ouais, je sais. C'est le présidentiel en plus. J'ai une personne avec qui je travaille que tu dois connaître, qui est Léonie. Oui. J'ai un problème. En fait, aujourd'hui, on m'a dit qu'il fallait se mettre en avant soi-même, faire du personal branding, en fait, pour attirer plus de monde et pour que nos posts soient plus visibles. Alors, est-ce que c'est réel ou pas? Les gens veulent de l'humain. J'ai l'exemple de la page pro. Hein. Votre page pro sur LinkedIn, elle sera beaucoup moins performante que votre profil perso. Pourquoi? Parce qu'il y a votre photo, il y a votre patte, il y a vous qui parlez. Ce sera beaucoup plus intéressant que d'avoir une page pro qui dit l'entreprise machin est fière de vous présenter sa nouvelle recrue, son nouveau collaborateur, qui gna gna gna. Non, ça va être chiant à mourir. Donc oui, on veut de l'humain. Aujourd'hui, on veut vraiment de l'humain, soit à travers de la photo. De la photo avec de l'humain, ça marche très bien aussi sur les réseaux. Donc il faut se mettre en avant. J'ai bientôt fini. Quelques stats pour vous donner, c'est pour me faire mousser, mais en vrai, on s'en fout, c'est juste pour vous donner la possibilité. Voilà, après 8 publications, soit environ 2 publications par semaine, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est les stats, donc impressions générées, un peu plus de 40 000 impressions. L'interaction, c'est des likes, des cœurs, des soutiens, des bravos, des machins. L'impression, c'est qu'ils considèrent que c'est la vue du post sur le fil d'actualité. C'est ça. C'est-à-dire que votre post est apparu en fait sur le fil d'actualité de quelqu'un d'autre. Il est apparu X fois. Et avec seulement 8 publications, donc à peu près, comme je dis, un mois de contenu, ça m'a rapporté 4 clients. C'est Hotjar qui vous a dit ça ou pas du tout, ça c'est Perfect Post. Ah, c'est Perfect. En fait, ça m'a cumulé le nombre d'impressions, ça m'a cumulé le nombre d'interactions, puis les clients, je les ai comptés. J'ai pu compter jusqu'à 4 tout seul, je pense. Attention au Vanity Metrics, ça c'est ce que je vous ai montré en fait, c'est juste ça, c'est de dire waouh, mon post il a trop bien marché, j'ai fait 20 000 likes. Ok, combien de gens sont venus parler en privé? Combien de personnes t'as converti? Combien d'échanges t'as pu avoir avec les personnes qui ont interagi avec tes posts en privé pour nouer des relations, pour faire du social selling, pour apporter de la valeur ajoutée en plus en privé, pour aider les gens, etc. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui tombent là-dedans, et donc il faut faire extrêmement attention. Quel contenu pour vous? Voilà, la newsletter, très cool, je vous ai mis des plus et des moins. Les avantages, parce que ça fédère une communauté extrêmement solide si vous êtes récurrent. C'est le meilleur levier pour vendre en fait, parce que vous envoyez un message à une personne ou à 1000 personnes, et vous dites offre promotionnelle sur ma formation en ligne, sur mon coaching, à distance ou quoi que ce soit, moins 50% pour les 100 premiers qui cliqueront sur le lien et qui prendront le coaching.
sur une base de mail de 10 000 personnes par exemple. Donc là, vous êtes sûr que vous allez au moins avoir des personnes qui vont prendre votre offre. Et c'est un contenu qui est scalable, c'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui vendre de la newsletter. Il y a des gens, je suis abonné à une newsletter sur les finances perso qui s'appelle Snowball. Ça me coûte 60 € à l'année. Pour lui qui produise le contenu pour une personne ou 10 000 personnes, en fait, bah, c'est 60 fois 1000, 10 000, etc. Mais il écrit toujours un seul contenu. Et ça, c'est un contenu qui est extrêmement scalable, qui est extrêmement intéressant. Les moins, il faut maîtriser les outils, trouver l'inspiration en continu, et encore une fois, être régulier. Je ne vous apprends rien maintenant. Le blog, extrêmement intéressant, pourquoi? Parce que c'est accessible à tous, tout le monde peut rédiger du contenu, plus ou moins bien, évidemment. Le SEO qui est assez fou, puisque ça peut être bien référencé sur du long terme. En tout cas, l'investissement est sur du long terme. Ça se consomme partout, dans le train, aux toilettes, à table, quand la belle-mère nous fait chier. Donc ça, clairement, on peut très bien... Est-ce que ça sent? Ça met du cœur, pardon. Et ça permet d'asseoir son expertise. Il y a deux petits points négatifs, c'est que écrire, ça s'apprend. Hein. Comme je vous le disais, on peut écrire tout et n'importe quoi, mais il faut apprendre à écrire. Il faut bien maîtriser son SEO. Et ça, il y a des prestataires externes qui le font très bien et qui optimisent vos articles de blog sur le long terme. La vidéo. Est-ce que vous connaissez ce chiffre? Oui. Le chiffre 83, vous le connaissez? Ok. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Non. Non, personne? Quelques idées ou pas? En lien avec la vidéo? La portée? L'impact? Non. Le nombre de gens qui ne font pas de vidéo dans le monde? Alors je pense oui, mais c'est pas ça augmente de 83% ta visibilité? Peut-être, mais non. C'est le pourcentage de trafic mondial réalisé en vidéo en fait. 83% du trafic mondial est réalisé en vidéo. Trafic Internet? Oui, de l'Internet du monde. Non, mais... Internet. Donc pour dire que c'est un marché intéressant, je pense que vous êtes d'accord. Il y a une vraie interaction autour de la vidéo. Mais oui, sur du contenu court qui se consomme aussi très facilement, c'est le côté un peu snack content en fait, qui va se consommer un peu comme un paquet de chips en quelques minutes, ou 1 minute, 1 minute 30, vous allez avoir une petite capsule rapide, vous allez apprendre un truc, ce qu'on voit beaucoup sur les Reels, sur Instagram ou sur TikTok. 7 personnes sur 10 préfèrent la vidéo pour présenter un produit ou un service. Et enfin, 64% des consommateurs achètent après avoir vu une vidéo sur votre site, votre Shopify, votre landing page ou même vos réseaux sociaux. Donc le taux de conversion est beaucoup plus intéressant. Pas mal de pour, pas mal de contre. Le retour sur investissement, il est assez dingue sur le long terme. C'est facile à consommer. On peut le consommer de manière très courte ou en plusieurs parties. Très populaire. Tout le monde aujourd'hui veut de la vidéo, consomme de la vidéo. On peut passer 1 heure sur TikTok ou sur Insta à regarder de la vidéo. Et c'est un très bon outil pour éduquer votre prospect à votre produit ou à votre service. En revanche, le temps de production est extrêmement long, quand vous ne savez pas faire. L'achat de matériel, il faut compter à peu près 150-200 €. Vous avez votre téléphone, c'est déjà votre caméra. Il y a un micro intégré, donc pas besoin d'acheter un micro. Par contre, vous avez un ring light, vous savez, c'est ce kit rond de lumière, vous mettez votre téléphone au milieu. Ça permet d'avoir une petite lumière diffuse. Ça permet de poser votre smartphone et ça permet donc, et vous rajoutez un micro. Donc pour 150 €, vous pouvez commencer à faire de la vidéo par vous-même et vous monter avec des outils gratuits. Et il faut des compétences spécifiques, mais surtout la créativité. Merci. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Même si vous avez déjà posé pas mal, mais cool. Attendez. J'arrête. Oui. Pourquoi toi tu es spécialiste de la vidéo et tu nous as dit qu'il fallait faire beaucoup de vidéos, tu nous as pas fait une présence vidéo? Non, je déconne, c'était pour t'inviter. Vraiment, c'était pour t'inviter, c'était génial. Merci pour les infos, j'ai adoré. J'allais dire à balancer la bombe. J'allais dire pour répondre à on avait fait une première session sur la communication de manière générale et traditionnelle qui avait été faite par notre cher ami qui est en salle ici. Et pour pouvoir poursuivre et spécialiser un petit peu, on voulait un contenu plutôt orienté marketing digital. Effectivement, il a les compétences pour pouvoir le faire. Et si vous le souhaitez, effectivement, on peut peut-être resserrer sur la vidéo si vous voulez avoir un focus vidéo. Pas avec toi, pas avec toi, on trouvera quelqu'un de plus compétent, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et voilà, si ça vous intéresse, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez aller un peu plus loin, notamment LinkedIn, si vous voulez, parce qu'on a passé beaucoup de temps ce matin, et c'est un sujet qui est très important aujourd'hui, on peut faire quelque chose de très spécialisé. Je pense que tout le monde te connaît, mais franchement, félicitations, je te l'ai déjà dit, mais
pour ce que tu donnes en contenu. Ah, je pensais que tu parlais de la chemise, pardon. Non, non, ça va pas. Ça va pas si bien que ça, finalement. Pour un mec qui est dans le textile, ça fait plaisir. C'est ça. Non, je trouve que tes contenus sont pertinents. Moi, je trouve ça assez intéressant. Merci. Et en fait, je vais rougir. Hein, je vais rougir. En fait. Ah. Et en fait, faut qu'on se voit après. Ah. J'aimerais bien une stat. En fait, la vidéo, quand tu as un site au départ, tu as quelques sites où tu as une présentation vidéo. Est-ce que ça a beaucoup plus de portée avec une vidéo? On va pas parler en termes de portée, on va parler peut-être en termes de temps allongé sur le site. Où tu vas, en général, la moyenne d'une vidéo sur un site, ça allonge la durée de navigation de 2 minutes, entre 2 et 3 minutes. Parce qu'en fait, tu vas consommer ce contenu-là sur le site. Alors, je vous recommande évidemment, si vous avez un truc sympa à présenter, ou justement votre dernière réalisation, ou alors vos retours d'expérience client, par exemple. Vous filmez vos clients, vous en prenez 2-3, vous leur faites une petite offre derrière pour les motiver à venir, et vous balancez en fait le retour d'expérience. Moi, j'arrive, je cherche un coaching, et je vois des gens qui avaient le même problème que moi, que j'ai actuellement, et voilà le retour d'expérience qu'ils ont, qui m'apportent, en fait, je me dis, c'est une preuve sociale de dingue, au-delà des chiffres. Donc oui, si vous avez plein de petites capsules vidéo à mettre, en vrai, c'est extrêmement pertinent. Mais il faut bien doser. Donc oui, ça rallonge le temps passé sur le site, mais avec modération. Faites pas une vidéo de 3 minutes, vous dites bonjour, je m'appelle Anne et je fais ça. Aujourd'hui, nous allons vous présenter machin. Bonjour Timothée, bonjour. Tu vois, c'est des trucs qui. Oui, mais comme ça ne se fait plus. C'est tellement difficile de parler de son offre quand c'est un service plutôt que un produit. Que voilà, c'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça que là, il faut faire parler en fait finalement le client. Il faut faire parler les autres. Ouais, et vos clients seront. Enfin, interrogez vos clients sur pourquoi vous allez travailler avec eux. Et prenez un temps d'échange avec vos anciens clients et vous verrez qu'ils seront là, votre meilleure source déjà d'idées de contenu pour vous. Parce que ces problématiques que eux ont eues, les autres qui vont vous suivre sur les réseaux auront les mêmes. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir les bons mots que eux emploient en fait pour toucher vos futurs clients. Oui, vous avez une question, monsieur? Non, je voulais juste dire que je trouvais épatant qu'on a passé 1 heure sur la façon de communiquer en ligne et qu'on est 30 dans la salle, en présentiel. Ouais, j'avoue. C'est sympa. J'avoue, la salle des comptes, ça fait vraiment. Et sur Facebook, est-ce qu'on a eu un peu de. Ouais. Ils sont 6 à être restés du début à la fin et il y en a plus qui sont venus et ouais. Oui. Ils sont là aussi. C'est quoi ton avis, Vincent, sur les jeux concours qu'on voit de plus en plus fleurir sur les réseaux? Est-ce que c'est un bon moyen d'interagir avec sa communauté? Est-ce que ça peut rapporter des contacts pertinents qui se transforment derrière en clients? Comment tu vois ce concept-là? Alors, ma vision n'est pas... C'est ton avis à toi. C'est mon avis à moi. Ça dépend des clients avec qui on travaille. Si votre client peut proposer du jeu concours pertinent, oui. Si vous avez des clients qui sont dans la bouffe, oui, enfin, les gens veulent toujours jouer pour de la bouffe. Non, mais que ce soit genre un menu gratuit ou que ce soit 100 balles d'addition au fait. Les gens pour la comment? Oui, enfin la bouffe, l'alcool, on s'est compris, mais les gens veulent vraiment, enfin, c'est un truc de fou là-dessus, mais sur du produit aussi. Je suis vraiment navré, je suis attendu à 10h30 juste à côté, mais merci encore pour la vidéo. C'était génial. Bah oui, je suis désolé. C'était hyper intéressant. Merci, c'est gentil. Oui, c'est bien, mais par contre, il faut équilibrer le truc. Faut pas faire il faut que ce soit pertinent, c'est-à-dire que si vous avez un jeu concours en lien avec un événement, vous fêtez vos 1 an de freelance, vous avez atteint votre palier de, je sais pas, X chiffre d'affaires qui était prévu, donc pour fêter ça, vous faites ceci, etc. Il faut que ce soit pertinent. Il faut que les gens se raccrochent à quelque chose pas d'existant, mais de cohérent. Si vous faites un jeu concours en disant je fais un jeu concours pour faire un jeu concours, là vous voyez, à la Saint-Valentin, il y a plein de jeux concours qui sont sortis. Évidemment, ça marche parce que les gens veulent gagner des trucs. Parce qu'ils ont peut-être pas prévu de cadeau, ils se disent tiens, comme ça, vous avez une question? Oui. Oui, donc je réfléchis beaucoup pour l'histoire d'ajouter une vidéo sur mon site. Seulement, je suis très sensible à l'expérience utilisateur et plus l'accessibilité. Et comment on peut faire pour pallier ça sur une vidéo pour les personnes qui sont non-voyantes, par exemple? Dur. Oui.
Alors, évidemment, de la vidéo pour les malvoyants, ça reste compliqué parce que, bon, c'est. Faut qu'il y ait du son. Tu saches. Faut mettre du son. Non, mais je peux les mettre dans le plat, tu vois. Là, tu l'as mis dans le rouge. Là, il est en train de chauffer, il est dans le rouge. Pour les images, ça existe déjà, donc la description de l'image, ce qui fait qu'eux, ils vont avoir un appareil qui va lire, c'est un lecteur. Hein. Est-ce que c'est possible pour les vidéos? Voilà la question. Est-ce qu'on peut après, faire une vidéo, la description Ça va être de la description de vidéo, mais je trouve que ça reste quand même très. Vu que c'est de la vidéo, ça reste quand même très, très compliqué. Après, si c'est de la vidéo où les gens parlent, là pour le coup, c'est plus pertinent. C'est presque mieux le podcast dans ce cas. Ce genre de Après, tu vas travailler ton expérience sonore différemment que si c'était. Alors oui, bien sûr, parce qu'il y aura une qualité de son qui sera différente, il y aura un enregistrement un peu studio. Oui, non, mais même, je veux dire, tu vas dans ton script, je pense que tu peux réfléchir ton script en fonction de ça, le prendre en considération et te dire l'expérience sonore, il faut qu'elle ressemble à ça pour que ce soit aussi hyper agréable. Je l'ai jamais fait, mais. Tu as un défi là. Ouais, et ça se prépare en amont. Mais c'est vrai que voilà. Mais là tout de suite, je t'avoue que j'ai pas la réponse à ta pensée. Il faut un temps de maturation. Oui, madame. La vidéo sur LinkedIn, et c'est la fin de la question. T'en fais ce que tu veux. Mais Pour les malvoyants. est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est des formats qui sont. Moi, j'en consomme pas personnellement. Un peu, mais elle est bien. Ouais. Alors, il y a très peu de gens qui le font parce que LinkedIn ne comprend pas qu'il faut valoriser la vidéo. Moi, je pars un peu en bataille face à ça, je continue d'en faire. Par contre, ce que je sais, c'est que LinkedIn prépare une fonctionnalité style Reels pour Instagram et TikTok avec de la vidéo courte. Ou plus ou moins courte, ça dépend. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir sur votre appli un onglet en bas avec la partie vidéo, j'espère, où vous allez pouvoir consommer des gens, voir des gens qui vont faire de la petite vidéo, des choses comme ça. Ça dépend de votre audience, ça dépend de ce que vous apportez. Il faut que ce soit pertinent, il faut que vous appreniez des choses aux gens. J'avais fait un sondage, justement, il y a quelques mois de ça, où qu'est-ce que préfèrent les gens comme durée, en fait, sur LinkedIn en vidéo? Est-ce que c'est entre 1 et 3 minutes? Est-ce que c'est moins de 1 minute? Est-ce que c'est plus de 5 minutes, 10 minutes? Et en fait, la majorité, c'est entre 1 et 3. Parce que les gens disent, si je veux plus, je vais sur YouTube. Et c'est pour ça que chaque réseau aussi a son truc. Si vous voulez faire la vidéo longue, faites-la sur YouTube. Et faites un petit teasing sur Insta aussi, mais sur LinkedIn qui renvoie après sur une vidéo qui est plus longue. Moi, j'ai pris le parti pris de faire de la vidéo courte d'1 minute 30 où j'apporte un truc. C'est pertinent, c'est pas pertinent, j'en sais rien. J'essaye, je teste au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est des vidéos qui ont les mieux marché d'ailleurs, mais en termes de retour que j'ai plus de retours positifs. On me dit j'aime tes vidéos plutôt que j'aime tes posts, tu vois. Parce que les gens vont m'identifier en mode ah mais c'est le mec qui fait des vidéos sur LinkedIn. Ouais. Ou toi, typiquement, tiens, ça c'est la juriste qui fait des carousels, tu vois. Il faut que vous arriviez à vous faire identifier comme ça. Et si vous faites ça, vous allez tout gagner, quoi. Oui. Et YouTube, les shorts dans YouTube, ça oui. C'est bien ou pas? Ça va prendre un jour. C'était un peu pété au début, ça reste quand même un peu claqué, hein, on va pas se mentir. Mais en fait, si tu prends ta même vidéo courte que tu fais en short, en TikTok, en Insta, il rigole, monsieur. Parce qu'il est sur le short, il était. Ah oui, de short, hein, ok. Il est 10h, hein, vraiment. On arrive à la fin, N'empêche que c'est quoi un short? Alors. C'est un... Sur Insta, t'as les Reels. Ouais. Sur TikTok, t'as les TikTok. Ouais. Sur YouTube, t'as les Shorts. C'est de la vidéo courte, c'est la même chose. Ah, ok. C'est vraiment et LinkedIn va certainement appeler sa fonctionnalité, j'en sais rien, Ikea par exemple. Je sais pas, c'est le premier mot qui me pose. C'est nul. Ouais, c'est nul. C'est pour ça qu'ils m'ont pas gardé. Et donc en fait, tu vas avoir ce même contenu. Donc dites-vous que si vous produisez un contenu vidéo ou un contenu écrit et que vous le dupliquez et que vous le répertoriez sur vos autres supports où vous êtes présents, en fait, vous allez diviser votre investissement par le nombre de fois où vous l'utilisez. Et donc, ce sera beaucoup plus rentable de l'utiliser un petit peu partout. Mais ne pas être sur tous les réseaux non plus, ça sert à rien. Donc les shorts, oui, à voir ce que ça donne par la suite. C'est comme les stories sur LinkedIn, hein, ça a fait son temps. Ils ont dit bon, on arrête. C'est arrêté de. Ils ont carrément fait la fonctionnalité, ils ont dit bon, on arrête. Et peut-être que voilà, l'algo comprendra qu'il faut valoriser le contenu vidéo quelques mois. En tout cas, ce que je sais, c'est que LinkedIn a sorti un énorme fonds créateur de plusieurs millions en France pour les créateurs de contenu, pour les aider justement à créer du contenu. Parce qu'ils se sont rendus compte que
les créateurs de contenu très influents sur LinkedIn étaient une des sources principales de motivation pour les gens à aller liker, commenter et créer à leur tour du contenu et donc faire vivre la plateforme. Donc ils ont dit bah on va lâcher les sous pour pouvoir justement les aider à créer du contenu beaucoup plus régulier. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire honnêtement, on est vraiment c'est le balbutiement en fait de cette stratégie, mais Je crois qu'on est arrivé autour des ensemble des questions. Café, hein. Ouais, non. Il va falloir clôturer à un moment donné. Oui, bah. Mais les échanges. Moi, faut m'arrêter, hein, parce qu'après, je peux parler. Très intéressant. On va pouvoir continuer. Ah voilà, merci. Merci beaucoup Vincent. Juste un petit teasing pour les prochaines dates. Donc là, on clôture le 19e Petit Déj Pro. Le 20e aura lieu le 1er avril. Toutes les dates sont au tableau derrière en présentiel. Donc vendredi 1er avril, le 20e Petit Déj Pro. Et puis après, on enchaînera sur le 6 mai et le 3 juin. Et puis aussi, on peut présenter le Jump Emploi qui aura lieu ici au tiers-lieu le Rubik's Cube. Le 15 mars, sur toute la journée, un focus emploi sur le territoire sur Ernest-Vallée. Voilà. Merci beaucoup, belle matinée, à très bientôt. Merci.